Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité à Télé 7. Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission, le journal de la rédaction. Trois sujets font l'actualité de la semaine qui s'achève. En premier lieu, ce sont les concertations et l'opposition politique était en conclave pendant près de 10 jours ici à Kinshasa. Au terme de ces assises, les participants ont exigé que le chef de l'État réponde d'abord à leur cahier de charges avant qu'ils prennent part à ces concertations. Nous allons essayer un peu de revenir sur le sens que les uns et les autres donnent à ces assises qui vont avoir lieu bientôt. Et sur le plan interne, sur le plan de la sécurité, je voulais dire, on signale la présence des hommes qui enlèvent des compatriotes, notamment dans la province orientale et au nord Kivu. Et on parlera même de la présence des Chebabs, ces gens connus pour leurs activités terroristes. Et cette question préoccupe l'opinion publique également dans notre pays, particulièrement les gens qui vivent dans ces parties concernées. Enfin, sur le plan interne, le volet social, on va parler de cette grève en fait, ce mouvement l'arrêt de travail qu'observe le cadre scientifique des universités officielles du pays, mais aussi à la fonction publique, où les gens réclament la correction des écarts des salaires. Voilà trois sujets qui vont faire le menu de cette émission qui reçoit pour vous Fidel Moussango du journal FR. Bonsoir Fidel. Bonsoir Charles. À côté de Fidel Moussango, nous avons Mike Moukebaye du journal Congo News. Bonsoir Mike. Bonsoir Charlie. Voilà, de l'autre côté, nous avons bienvenue Marie Bakoumania du groupe Mediaset. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Charlie. Et Joachim Diana du journal La Colombe. Bonsoir. Bonsoir Charlie. Voilà, Fidèle, nous commençons avec vous. Les dialogues nationaux ou les concertations, c'est selon. En tout cas, l'opposition exige que ce soit les dialogues nationaux en lieu et place des concertations comme convoqué ou décidé dans l'ordonnance qui convoque ces assises. Et au courant de la semaine, en tout cas, on a assisté à cette guerre autour de cette terminologie. C'est ce qui amène l'opposition à demander la correction de l'ordonnance du chef de l'État. Comment vous avez analysé personnellement cette prise de position de l'opposition? Écoutez, est-ce qu'il y a encore une opposition d'ailleurs? Il y en a plus. Ils sont là en train de gesticulations, ils font des appels de pied pour dire nous voulons ça et ça. Ceux qui disent qu'ils ne veulent pas voir, c'est qu'ils cherchent. Ils disent que non, pas de gouvernement d'union nationale. Mais alors vous allez maintenant chez Kabila vous demander quoi? Kabila d'abord en convoquant ce dialogue, c'est parce qu'il est tenu par la question de légitimité des urnes. Il court derrière la légitimité. Et pour l'obtenir, les autres ont compris, ils disent oui, vous allez l'obtenir, mais moyennant ceci et cela. Ils vont y aller en rampant, parce que ce sont des besogneux. Mais moi, je voudrais quand même peut-être dire ceci. Parmi les conditions qu'ils ont posées, il y a une qui est fondamentale. C'est la libération inconditionnelle des prisonniers politiques qui peuplent Makala. C'est une honte pour le Congo d'avoir des gens qu'on a arrêtés sans motif valable au moment où on négocie avec ceux qui tuent avec les armes du Rwanda et de l'Ouganda. Je parlais de quelqu'un qui m'est cher, c'est M. Gustave Bagayamukwe, un petit, l'un des meilleurs informaticiens que la banque ait eu, qui a mis en place les systèmes informatiques. Il est chassé sans motif valable. Il se convertit en politique. Il va regrouper les groupes armés pour dire vous êtes dispersés, vous combattez qui? Oh, nous combattons les Rwandais, oui. Et vous, la mauvaise gouvernance. Nous faisons une sorte de groupe commun, je deviens officier politique, je peux la négocier à votre nom et vos cahiers de charges. Il est arrêté et pourtant quand il faisait ces démarches là-bas, il informait chaque jour les autorités locales, militaires, judiciaires et politiques et Kinshasa. On l'arrête, on l'amène ici à la NR 3 mois, on ne trouve rien, on l'envoie à Ndolo. Il est là, prisonnier politique. Il n'a rien fait, il n'a jamais tué une mouche. Au moins, vous négociez avec les gens qui violent, qui tuent. Maintenant, on parle des Chebabs. C'est pour vous dire, j'ai conclu ceci. Oui. C'était la condition d'abord pour demander, monsieur, comme à l'époque de la CNS, libérer les prisonniers politiques, Chaloupa et consorts, tout ça, les Coutinos, libérer les prisonniers politiques. Maintenant, nous allons parler avec vous. Très bien. Parce qu'attention, oui. Si Kabila y va maladroitement, au cours de ce dialogue, ça peut devenir comme la conférence, hein, on va surgir avec d'autres éléments qui salissent sa réputation, notamment les assassinats. Et là, il est frêle, c'est son talon d'Achille. Donc s'il est malin, il n'a qu'à libérer d'abord les prisonniers politiques, laisser le procès Tchébert se dérouler
totalement, sans exclusif, Merci. et il pourra te recevoir. Très bien. Alors, Mike, voilà, les opposants ont fait leur conclave. On a tous suivi ce qu'ils ont rendu public à la fin de ces travaux. Ils exigent d'abord la présence d'un médiateur neutre, parce que le chef de l'État ne peut pas être, selon eux, jugé parti, et notamment à travers le bureau qui va présider ces dialogues. Vous, comment vous avez analysé d'abord ces conclaves et cette divergence de vues autour de la terminologie concertation et dialogue? Oui, et contrairement à Fidel, je reste convaincu qu'il existe une opposition, qu'il y a des opposants, bien ici, dans ce pays, et ils l'ont démontré, les opposants eux-mêmes, ils l'ont démontré à l'unité en tout cas. Au tout début de ce conclave, beaucoup de suspicions ont été formulées. On a dit que c'était une affaire boutiquée d'avance, que Kengo avait déjà pipé les dés, que rien n'allait en sortir. Il faut reconnaître le mérite des opposants, notamment le Vital Caméré, qui a dit dès le départ que nous ne sommes pas venus ici pour exécuter la volonté d'un individu donné, et que nous devons rester dans la droite ligne de la prise de position de CEPAS, et c'est ce qui s'est passé. Donc l'opposition est restée fidèle à la prise de position de CEPAS. Quant aux conditions que l'opposition pose, je crois que ce sont des conditions les plus normales. Kabila, tout en étant parti au conflit, cherche à se placer en arbitre. Je crois que dans une discussion, c'est inacceptable. Il est parti au conflit, il est problème au conflit, parce que lui-même a reconnu qu'il y avait eu des irrégularités, même si par ailleurs on a cherché à relativiser pour dire que ces irrégularités n'étaient pas dans une proportion susceptible de changer, d'affecter les résultats, mais il y a eu des irrégularités. Donc il est problème lui-même. Et comme il est problème lui-même, il faut un tiers. Et c'est normal que l'opposition demande la mise en place d'un comité préparatoire pour garantir aux différentes parties, que l'opposition demande une médiation autre que le présidium qui a été mis en place par le président Kabila. Mais parlant de ces dialogues, je ne pense pas que Kabila lui-même y croit. S'il y croyait, il n'aurait pas procédé de cette façon, il n'y croit pas. Aujourd'hui que l'opposition a posé des conditions, nous avons tous suivi la réaction des gens de la majorité qui dit qu'il n'y a aucune concession à faire. Si Kabila maintient les dialogues dans sa forme actuelle, ça signifie que la majeure partie de l'opposition n'ira pas. Déjà que l'UDPS considère qu'elle n'est pas un parti d'opposition, mais un parti qui conduit la majorité, donc il ne viendra pas. Le MLC n'est pas allé au conclave de l'IMT. Peut-être qu'il finira par allier la position qui est sortie délimitée, mais ce n'est pas évident qu'il accepte d'aller au dialogue dans les conditions entières. Le conclave lui-même a décidé, si Kabila ne reconsidère pas son ordonnance, les opposants ne prendront pas part. Donc, nous avons deux hypothèses. La première, c'est que finalement, ces dialogues ne se tient pas, comme Kabila ne croit pas lui-même. Deuxième hypothèse, c'est que Kabila, pour donner l'échange au niveau de la communauté internationale, montrer qu'il est ouvert, parce que ce dialogue a été aussi exigé par la communauté internationale. En tout cas, la résolution 2098 du Conseil de sécurité des Nations Unies parle du dialogue, l'accord cadre d'Addis Abeba parle du dialogue. Alors, pour donner l'échange à la communauté internationale, nous aurons droit à un dialogue où Kabila va inviter ses opposants accommodants. Ce genre d'opposants qui l'ont accompagné à Kampala, on les connaît, notamment Christian Madimani. Très bien. Alors, merci. Vous, comment vous analysez d'abord? Il y a une grande difficulté parce que quand les gens disent dialogue au lieu de concertation, médiateur international, du côté de la majorité, il y en a qui répliquent, qui disent mais non, les Congolais sont suffisamment matures pour essayer de réfléchir autour des questions qui touchent directement la vie nationale. Est-ce qu'il faut, à ce moment, 53 ans après, courir toujours derrière les médiateurs? Bon, écoutez, Charlie, le vrai problème, c'est que même nous, les intellectuels qui analysons la chose, nous refusons de voir les choses froidement. Nous nous mettons dans la politique et dans le discours politicien. Je me reposais la question, pour qu'aujourd'hui qu'il y ait un médiateur international, qu'il y ait deux partis au conflit, qui a séparé ces deux partis? Qu'est-ce qui oppose les deux partis? Supposons même que ce soit les élections. Mais, mon cher ami, Kabila était candidat, Kamer était candidat, tout le monde était candidat. S'il y a eu les élections mal organisées par l'organisateur,
Mais c'est tout le monde qui en a été perdant. C'est tout le monde qui en a pâti. Donc, qu'on me dise aujourd'hui qu'il y a deux camps, et un camp de ceci qui serait victime des élections, une autre... Moi, je pense que ça ne ressort du col. D'autant plus qu'il n'y a pas longtemps, sur les mêmes bases, qu'à San City, on a mis en place la CI, où il y avait d'ailleurs plus d'opposants que les gens proches du pouvoir, parce que l'opposition avait plus de composantes, et chaque composante a donné des gens à la CI. On a créé la CENI, la première CENI. On a dit les termes, ils doivent se neutraliser. Tout le monde était dans la CENI. Et si la CENI a failli, c'est la faute de Kabila. Aujourd'hui, ils viennent de mettre une autre CENI, encore mal. Si cette CENI faillit, ça sera l'affaire de Kabila. Mais pourquoi alors les autres participent à la CENI? Pourquoi? Parce qu'ils n'y ont rien à faire. Aujourd'hui, ce sont deux camps et le problème, ce sont les élections. Mais ce sont les élections, c'est tous les candidats qui doivent en souffrir. Moi, je pense que si nous analysons froidement les choses, et c'est là, si on tient compte de cela, nous arrivons maintenant aux besoins de nous. Parce qu'aujourd'hui, on peut même ne pas réunir les opposants, on peut même ne pas prendre des gens de matière, prendre des experts. On dit, messieurs les experts, mettez-vous, voici le problème qui se pose, et le président l'a posé, la cohésion nationale. Analysez, donnez-nous les conclusions. On n'a pas besoin que Kamere soit là, que Kengo soit là, que Soud soit là, pour qu'on puisse parler des problèmes du Congo. On n'en a pas besoin. C'est comme si, pour parler de l'élevage des poules, de maladies des poules, il faut que la poule soit là et qu'elle prenne parti. Ça n'a aucun sens, ça. Mais c'est pourquoi je dis, le vrai problème du Congo est là. Nous avons, le président parlé de la cohésion nationale, on a besoin... Et les gens doivent se réunir. Si l'opposition n'y participe pas, cela n'empêchera pas qu'on parle du Congo. Et que ceux qui ont la capacité, donc le pouvoir, la légitimité et la légalité d'appliquer ces décisions, ces résolutions qui sortiront, les appliquent. Très bien. Alors, bienvenue. Je crois qu'aujourd'hui, il y a un problème qui se pose. Quand on parle de la cohésion nationale, apparemment, lorsqu'on voit l'ordonnance qui convoque ces concertations, on ne fait vraiment pas allusion totalement aux élections de 2011. Mais la cohésion, on parle plus de la guerre de l'Est. Est-ce que la guerre de l'Est est à la base de la fracture sociale actuelle? Et justement, Charlie, lorsqu'on dit que le président Kabila ne veut pas de ces concertations, c'est cette ordonnance qui nous donne la preuve de sa volonté de ne pas organiser des concertations du tout. Par élégance et par respect pour les autres, le président n'aurait même pas dû s'octroyer le pouvoir de fixer l'ordre du jour, les matières qui seront traitées. Il aurait laissé la latitude à ses concertateurs de fixer l'ordre du jour, de fixer les matières qui seront débattues. Mais il a pris les dessus par un mouvement que moi je dis regrettable. Il a décidé que telle matière serait à l'ordre du jour et il a exclu... Il faut reconnaître aussi que l'initiative vient de lui, de convoquer les dialogues ou les concertations. Il a annoncé les 15 décembre 2012. Oui, mais vaut mieux tard que jamais. Tout le monde avait applaudi. Oui. Tout le monde avait applaudi. Voilà, le président de la République a compris que les Congolais doivent se retrouver finalement autour d'une table. Et pour se retrouver autour d'une table, même le M23 qui tue, pille, et qui négocie à Kampala, on lui a laissé l'opportunité de fixer l'ordre du jour, de discuter l'ordre du jour. C'est ça le respect envers lui, c'est ça la confiance qu'il faut déjà établir entre les protagonistes à ces concertations. Là où je suis d'accord avec le président, c'est quand il dit qu'il faut des concertations et non les dialogues. Parce que dans l'entendement de cette tendance oppositionnelle, quand on parle de dialogue, on a juste tout de suite en tête San City, qui s'est soldé par le partage équitable et équilibré du pouvoir avec le 1+4 de triste mémoire. Mais aujourd'hui, qu'eux-mêmes disent que pas de gouvernement d'union nationale, je pense que le président devrait se saisir de cette perche et faire en sorte que cette ordonnance soit révisée. Il y a moyen de le faire, il soit révisé parce qu'aujourd'hui, Bongongo, qui est secrétaire général du parti de Kengo, il a déclaré au nom de l'opposition qu'il ne participerait pas. On va voir l'attitude de Kengo. Quelle attitude Kengo va adopter parce que son parti, qui a pris part aux travaux, a décidé que l'on va boycotter ces concertations. Alors, ce serait une occasion pour le président Kabila de revoir éventuellement l'ordonnance et de respecter un tout petit peu les autres et de leur laisser la lassitude de fixer l'ordre du jour en toute liberté et souveraineté. Très bien. Alors, Fidèle, c'est vrai, l'opposition ne participe pas, mais il y a certains analystes qui estiment que
Normalement, on ne pouvait pas confier la direction. Ceux qui plaident pour un médiateur international disent que les deux présidents des chambres parlementaires du pays ont failli à leur mission parce que ce débat, au lieu d'aller dans une forme de concertation, devait normalement faire l'objet de discussions au niveau du Parlement. Alors qu'ils n'ont pas fait, comment ils peuvent encore faire ce débat-là en dehors du Parlement qui serait anticonstitutionnel. Kabila n'est pas un imbécile, c'est un fin stratège. Il les aura. Mais les a eu avec la CENI, en vertu de quel principe, de quel mandat, la majorité peut se taper 6 sièges à la CENI. Et puis l'opposition 4, la société civile 2. Et puis, l'opposition accepte, ils se sont battus ici. Ici, les unions matrimoniales se sont disloquées à cause d'un siège. Les gens ne parlent plus parce que Kabila les connaît, c'est des besogneux, ils ont besoin d'argent. Quand ils disent, oh, pas de ils sont commandeurs, ils sont fauchés. Il faut vivre avec, on les connaît. Moi, ça fait comment je suis avec eux. Je les connais très bien. Et Kabila le sait, dit, il fait un appât. C'est comme des mouches, ils vont venir. Regardez le comportement de Kengo. Pourquoi Kabila a choisi Kengo? Kengo dit qu'il est opposant. En fait, quand il a été élu président du Sénat, c'est au nom de l'Union pour la Nation de Bemba. Donc, depuis lors, Kengo n'a même pas mis les pieds à la haie pour dire bonjour à son fils, Jean-Pierre. Il n'a jamais mis les pieds. Oh, il a une résidence. Peut-être il y va. Alors, nous l'avons su, on le sait. Bon, maintenant, il va voir Bongo, toi, tu vas là-bas. Mais moi, je reste président. Kabila dira non, mais les deux membres du co-président, il y en a un qui est opposant, il va signaler non, Kengo est opposant. Vous allez lui refuser. Il dit d'ailleurs, son secrétaire général est là, il dit il ne viendra pas. Tout en venant, il va venir plus tard. Kabila le sait, il a compris le Congolais. Il met de la part là, un peu de miel, ils viennent comme des mouches, comme des abeilles. 2. Je vous donne l'exemple de la CENI pour montrer qu'est-ce que c'est une opposition qui se fout voir comme ça. Tout le monde était malade. Au lieu de dire, maintenant, ils demandent des médiateurs. Pourquoi ils n'ont pas demandé pour la CENI que ça soit une organisation internationale? Parce que nous avons échoué avec la CI et la CENI. Donc, des expériences ne nous donnent pas de leçons pour dire non, non, non. Mais il y a non, aussi une question de rapport de force. Vous pensez que leur point de vue est passé? Quand nous allons aux élections, nous allons à pied d'égalité. Quand vous allez à l'examen, vous avez tous 0 sur 20. Et il y a 18, 20 et 0. C'est pour dire ceci. Oui, concluez par là. Il le fait sérieusement, il sait pourquoi il le fait. Il les aura. Parce qu'il a déjà fait l'expérience de plusieurs fois. Ces gens-là vont venir au gouvernement national. Merci. Certains même sont même prêts de venir chef de bureau chez lui. alors Mike, voilà, les opposants, c'est vrai, ils se sont réunis, mais beaucoup de gens ne croient pas finalement. C'est comme dit Fidèle, beaucoup de gens ne croient pas à cette prise de position au regard des ambitions des uns et des autres. Est-ce que l'opposition est aujourd'hui prête, par exemple, à refuser d'aller au dialogue si jamais demain ce dialogue s'éteint? Bon, contrairement à l'image caricaturale que Fidèle donne à l'opposition, moi je crois que dans le fait, les choses ne se passent pas comme ça. L'opposition a déjà fait des preuves, elle a démontré. L'opposition a dit qu'elle n'ira pas à Kampala, elle n'est pas partie. Kabila s'est contenté de ses opposants accommodants. En tout cas, il y a eu une prise de position, commis l'opposition, et l'opposition a soutenu cette prise de position jusqu'à ce jour. Elle n'a pas pris part à la négociation de Kampala. Je crois qu'il y a quand même des mérites à reconnaître à cette opposition, qui se bat dans des conditions les plus difficiles, parce qu'en fait, elle se bat à armes inégales. Vous êtes en face d'un pouvoir qui utilise les moyens de l'État, c'est pas très très facile. Il faut le reconnaître, ce n'est pas une opposition classique en France ou aux États-Unis, c'est une opposition particulière, il faut tenir compte de ce point de vue. Mais sans chercher à entrer dans le contradictoire avec Diana, mais je suis quand même étonné que Diana dise qu'on peut amener des experts pour parler de ces questions-là. Non, je crois qu'il s'agit de questions qui touchent à la cohésion nationale, et on est à la recherche du consensus. On ne va pas amener des experts qui vont réfléchir à la place des Congolais et dire aux gens, écoutez, nous avons trouvé une solution, maintenant à vous de les appliquer. Il y a d'abord un souci au départ, c'est d'impliquer le Congolais. C'est que nous sommes en train de chercher la cohésion nationale, c'est fondamental. Vous n'allez pas, quand Kabila parle de cohésion nationale, on ne va pas prendre des experts et les mettre dans une salle pour nous proposer la méthode pour arriver à la réconciliation nationale. Vous sortez de là, vous demandez aux gens d'appliquer. Non. Vous commencez par impliquer les forces vives des différentes couches de la société congolaise. Ça, c'est évident. Et autre chose, quand Diane a dit, est-ce que les élections, la CENI a mal organisé les élections, vous responsabilisez Kabila? Oui, il est responsable. Il est responsable pour n'avoir pas libéré les fonds à temps. Tout le monde le sait. La CENI a reçu de l'argent à la dernière minute. Nous avons commencé le mandat en 2006 et c'est à peine vers le 2010 qu'on a commencé à financer. On a laissé la CENI sans moyens pendant très longtemps. C'est la responsabilité du gouvernement.
Si la CENI a dû organiser, je n'exonère pas la CENI, mais si elle a dû organiser les élections dans la précipitation et que les choses ne sont pas allées très bien, c'est en grande partie à cause du gouvernement qui n'a pas libéré les fonds. Mais c'est ce que j'allais dire, finalement. Je suis d'accord en partie avec Fidèle. Kabila s'en tient à cette formule du dialogue. Il y aura bien sûr des opposants qui vont y aller. Vous ne pouvez pas demander à tous les opposants d'avoir la même attitude. Mais ce qui est vrai, c'est que la majeure partie de l'opposition, ceux qui sont effectivement opposants, ceux qui sont représentatifs dans une certaine mesure dans l'opinion congolaise, ils n'iront pas. Vous ne pouvez pas vous attendre à voir les MLC là-bas. Alors, rapidement, Mike, vous ne pouvez pas vous attendre à voir l'INC. Justement, vous allez finir peut-être par là. Bon, l'UDPS refuse d'aller à la CENI, refuse d'aller aux concertations, refuse d'aller au conclave. Quelle sera alors finalement la position de l'UDPS devant... Parce que la roue tourne, l'histoire avance. Non, moi j'ai toujours pensé que l'UDPS a des problèmes dialectiques à résoudre. Tu sais qu'il y a des sérieux problèmes dialectiques à résoudre. Il faut qu'il détermine le sens de son combat. Ou il est dans une logique de lutte de libération, alors il reste en dehors du processus. Ou il s'est dit, j'entre dans le processus. Quand tu es dans le processus, tu cherches à gagner des points, à marquer des points à chaque fois. Tu ne peux pas entrer dans le processus en 2006, en sortir 2 ans plus tard, revenir, finalement, qu'est-ce que tu veux? Tu n'as pas confiance aux hommes en face de toi, tu n'as pas confiance aux institutions, tu dis, bon, en tout cas, je mets dans la logique de renverser ce régime, par une insurrection, par un coup de force. Mais quand tu entres dans le processus, tu dis, je vais grignoter chaque fois des points à l'autre, et un jour, je vais me mettre en position de faiblesse et je pourrai prendre le pouvoir. Alors, tant que l'UDPS n'aura pas réglé ces problèmes-là, l'UDPS aura toujours cette démarche ambiguë. Tshisekedi est en Europe, il dit ici, je ne fais rien pour mon peuple, si je ne suis pas candidat, c'est la non-assistance à peuple en danger. Mais là, ce qu'il fait là, c'est la non-assistance à peuple en danger. Il est là, il a été autoproclamé, mais il est chez lui. Et le peuple souffre. Qu'est-ce qu'il fait? On n'entend même pas sa voix sur le grand sujet. Les grandes questions des politiques nationales, c'est très grave ça. La part d'un leader ne se trompe pas. Merci Mike. Alors vous, comment vous analysez cette attitude de partis de l'opposition qui refusent d'aller au dialogue, qui refusent, comme les MLC, ce n'est pas seulement l'UDPS, il y a d'autres cadres de l'opposition qui n'ont pas préféré s'associer aux activités de l'opposition à limiter. Qu'est-ce qu'on peut dire? Et deuxièmement, ces gens qui demandent la médiation internationale pour dire qu'il faut se conformer à l'accord cadre, alors que Sun City, tout le monde était là et après on a contesté. Quelle analyse vous faites dans tout ça? Oui, j'ai commencé par poser la question. On peut ne pas me répondre, on me répondra même dehors. En quoi Lisanga Bonganga est plus représentatif en tant que Congolais que Moussango, que Maïkis? Pour qu'on estime aujourd'hui que lorsque le Sanga Bonganga n'est pas là, les problèmes du Congo ne peuvent pas se résoudre. Je l'ai plus d'une fois dit, les partis politiques sont des associations privées. Lui, il peut en créer. Sa femme et enfant, il va au ministère de l'Enseignement, il a un récépissé. N'importe qui peut créer son parti politique. Ce n'est pas parce qu'on a créé un parti politique, on dit mon parti politique de l'opposition, on passe dans les médias et qu'on n'est plus représenté, on peut apporter la solution au problème congolais. Quand on n'est pas là, c'est le chaos. Je pense que là, nous faisons fausse route. Nous faisons fausse route. Et nous sommes dans une démocratie. La démocratie est le représentative. Sinon, on devrait prendre les 60 millions de Congolais dans une salle pour que nous puissions faire la démocratie à la grecque, pour que nous puissions tous trouver la concession. Les gens là, ce parti politique-là, ne sont pas représentés. Et c'est pourquoi d'ailleurs, dans les vraies démocraties, un parti politique, association privée, ne parle au nom du pays que lorsqu'il a les mandats. Et quand il est dans l'opposition, il est obligé de se réduire dans cette opposition. Il est obligé de se retenir dans cette position de l'opposition. Attendez, s'il vous plaît. Qu'il finisse, oui, allez-y. Il est obligé. Il a un député, oui. Son parti Oui, mais laissez-moi. Ce député-là est minoritaire. Il est obligé de se réduire dans la position de minorité. Oui. Quelle que soit la grandeur de Fillon, qui encore Sarkozy et consorts, ils sont obligés d'être dans la minorité. Ils n'ont pas le droit de dire aujourd'hui, ah voilà, le chômage monte en France, allez, monsieur Hollande, organiser les dialogues dans lesquels nous devons être. Mais nous ne devons pas faire la caricature. Merci. Nous devons faire la vraie. Vous n'avez pas répondu sur le plan je réponds maintenant à votre question. Oui. Mais mon cher ami, d'abord, j'entends ici que il y a déjà les partis qui sont, les opposants qui sont allés au conclave. Oui. Ceux-là sont pro-dialogue. Oui. Ils sont pro-dialogue.
Et ils sont pro-dialogue à condition qu'on réponde, qu'on leur donne un médiateur, qu'on leur donne, et ils viendront au dialogue. Mais il y en a ceux, je pense que les plus représentatifs, lorsqu'on regarde sociologiquement sur le terrain, ils ont dit le dialogue, ce n'est pas une solution pour eux, ce n'est pas leur affaire. C'est le MLC, c'est l'UDPS. Bon, logiquement, parce qu'on ne doit pas parler selon nos têtes, nous voyons les faits, les calculs même des nombres de députés au Parlement. Alors, ces gens-là, ils ont dit, pour ceux qui sont allés au conclave, le pro-dialogue, à condition qu'on leur donne le médiateur international, je voulais d'abord, ça c'est maintenant une question technique. Oui. Le médiateur là, pour qu'il fasse quoi? C'est là où nous allons. Là, on ne peut même pas se tromper parce qu'on dit ceci en amont. Il ne faut jamais aller à une négociation avec des pièges. Vous tendez les pièges. Ah, venons d'abord, si nous avons un médiateur extérieur et si nous sommes en nombre parité, nous arrivons là-bas, quel que soit l'autre jour, la dynamique de la salle va changer, nous allons obtenir. Qu'est-ce qu'ils peuvent obtenir? Est-ce qu'ils peuvent forcer pour avoir la cohésion nationale? Tout ce qu'ils cherchent, c'est, ils vous déclarent, pas de partage de pouvoir, pas de gouvernement d'union nationale. Mais qu'est-ce qu'ils cherchent par la partie, par les médiateurs extérieurs, si ce n'est que être là-dedans et renverser les choses politiques. Il y en a qui ont même déjà éliminé la mayonnaise sur leur table. Ils ont vite envie de rentrer pour ajouter non, la ils disent que c'est pour que les résolutions de concertation soient, de concertation soient opposables à tous, même à celui qui a convoqué ces concertations-là. Donc ils veulent la présence du médiateur, c'est pour que bienvenue pour que les résolutions soient opposables à tous, même à celui qui... Attends, je crois que c'est la deux choses. Oui. Kabila convoque les concertations nationales. Ce qu'il y a problème, c'est que Diana refuse de reconnaître. C'est qu'il est en train de dire à Kabila, il est en train de se demander pourquoi Kabila. Je crois que c'est à Kabila qu'il doit s'adresser. Quand il dit pourquoi les concertations, quel est le problème qu'il y a, il s'adresse à Kabila qui a convoqué. Je constate que Kabila a convoqué. S'il convoque, c'est qu'il y a un problème. Le problème, c'est que Kabila lui-même est problème. Mais alors, comment lui veut se faire juger parti? On veut une tierce médiation pour départager les partis. Merci. Alors, donnez une minute à Bienvenue. Attendez, s'il vous plaît. Bienvenue, votre avis sur la position du MLC et de l'UDPS et d'autres. Je signale qu'il y a d'autres forces politiques de l'opposition qui ne sont pas parties au conclave délimité, mais qui aura eu le mérite tout de même d'avoir réuni une bonne fourchette de formation politique de l'opposition. Écoutez, Diane a fait une catégorisation à deux niveaux au sein de l'opposition. Moi, j'en vois trois. Il y a l'UDPS réel, l'UDPS délimité à la 10e rue qui n'est pas là, qui n'est même pas dans cette logique. Là, c'est pour rencontrer mon ami Mike sur les questions qu'il a soulevées. Tshisekedi n'est pas dans la logique des concertations, c'est tout à fait normal. Tshisekedi estime être les gagnants des élections de 2011 et il se tient sur cette position. En attendant, si on veut concertation, qu'il y ait concertation, c'est entre lui qui s'estime avoir été floué et celui qui serait l'usurpateur. S'il y a concertation, c'est à ce niveau-là. Entre les deux, pas avec les autres. Entre les deux, et on peut ajouter les forces sociales représentatives de la République. On peut les adjoindre. Mais aujourd'hui, si l'on veut aller aux concertations, tout en ignorant Tshisekedi, parce que pour le moment, on va le faire ainsi, parce que Tshisekedi campe sur sa position, je pense qu'on ne s'en prendrait qu'à nous-mêmes. Les résultats vont se limiter au niveau des institutions et les opposants qui ont accepté d'accompagner Kabila dans cette démarche, que ce soit ceux qui ont souvent la catégorisation de Diana, ceux qui étaient au conclave, ou les autres, ceux qui sont en dehors. Ils vont venir finalement, tout cela, ils n'auront que leurs yeux pour pleurer. Les preuves sont là. Oui. Les preuves sont là. Donc, alors, Fidèle, attendez, je vous donne la parole là, puisqu'on change aussi de sujet immédiatement. Il y a un problème, c'est vrai, dans l'ordonnance, la question de l'Est est primordiale. Parce que nos compatriotes qui vivent au nord Kivu, au sud Kivu, dans une moindre mesure, mais aussi en province orientale, vivent dans une insécurité récurrente. Aujourd'hui, nous avons dit en ouverture qu'il y a des enlèvements, dernièrement c'était à Butembo et ainsi de suite. Et voilà, c'est ce qui demande effectivement qu'on trouve des solutions à cette question. Écoute Charlie, moi j'ai l'impression que le régime actuel a perdu les repères. On n'en a jamais eu. C'est quand même drôle, hein, qu'on ait l'armée, la police, les services de sécurité, le Parlement, l'administration, même nous,
nous sommes des objets du régime en place. Et puis on demande les concertations, mais pourquoi faire? Alors on manque quelque chose, ce que Dia ne veut pas dire. C'est que Kabila court derrière la légitimité. Kabila a un passif politique très, très, très sérieux. On prend ça à la légère. Regardez maintenant au Katanga, chez lui. Les Baloubakat de sa tribu sont en train de tuer, violer ses tantes, ses oncles, ses cousins, ses cousines. Chez lui, hein. Le trait où parfois il a des... La justice ibanante est bizarre. Hein. Vous voyez Céleste, maintenant c'est en Koro, là c'est ses ancêtres là-bas. Bientôt il va aller au Maniema. Maintenant, écoutez, les Bakongo se plaignent. Ils disent, mais Coutinho est là, injustement condamné. Et maintenant on s'en prend à Diomi. Diomi est chef coutumier. Moi j'étais à son investiture en 1997. Il est chef de l'infusé, coutumier. On s'en prend. Deuxième élément, non, il n'a rien commis. Il n'a rien commis. Vous avez maintenant autre chose à l'Est, les Bachis. Attendre le procès de Tchébé Mouchi. Maintenant, avant qu'on ait terminé, on arrête de Mouchi. Vous en avez déjà fait oui, au début là. Je vous dis, ce sont des passifs qui collent à Kabila et qu'il faut qu'ils s'en débarrassent avant de se dialogue. Mais qu'est-ce que cela a à voir avec les enlèvements? Je reviens maintenant à l'Est. Oui. Puisqu'on a compris que ce régime ne maîtrise pas la situation. Maintenant, vous avez des Chebab, on parle des Chebab. D'abord, il y a une semaine, mon journal a fait allusion. Maintenant, on dit que ça se réalise. Ça veut dire que nous sommes devenus le ventre mou de l'insécurité. Les Chebab, moi je les ai vus à Nairobi, je les ai vus à l'époque. Merci, donnez une minute à Mike parce que là, on est en train d'avancer vers la fin. Monsieur, le régime a perdu le repère ou n'en a jamais eu. Très bien. Et maintenant, ça devient... c'est plus que la congolisation. Très bien. Alors, Mike, la situation de l'insécurité à l'Est préoccupe la MONUSCO. D'ailleurs, au cours de son point de presse de mercredi dernier, elle a aussi répété. Il a fallu même l'intervention de la brigade qui vient d'arriver pour empêcher Kanyaruchina, parce que là, les forces du M23 ou peut-être les autres forces armées, le groupe armé opèrent à plein jour et puis arrêtent des gens et tout ça. Donc c'est que le problème est très très sérieux. Une petite digression à l'endroit de Diana qui dit une chose de son contrat. Tantôt personne n'est représentative, tantôt il reconnaît que l'UDP c'est la plus représentative avec les lycées. Je crois qu'il y a eu quand même des élections dans ce pays, c'est dommage que ça soit très mal passé, mais nous prenons ces élections-là pour la référence, donc il y a des gens qui sont représentés. Ils ont quand même reçu un mandat. Merci, allez-y. Et vous n'allez pas prétendre au même droit que ceux-là. Ils ont quand même concouru et le peuple leur a donné un mandat. C'est ce que j'allais dire à Diana. Bon, les Chebab, je crois que c'est la preuve supplémentaire qui est apportée au monde. Déjà que nous étions un régime quasiment uni, et là nous démontrons au monde que nous sommes incapables d'assurer la sécurité internationale, en tout cas dans les limites de nos frontières. C'est un nouvel élément, contrairement à ce que beaucoup pensent, qui va consolider la position du Rwanda et de l'Ouganda. Parce que s'il faut combattre, si ces Chebab prennent effectivement pied chez nous à l'Est, ce n'est pas l'armée congolaise à ce stade ici qui pourra combattre, ce n'est pas nos services de renseignement qui pourront faire face à ces groupes terroristes. Donc ça va consolider la position du Rwanda et de l'Ouganda, qui ont toujours été pris comme des digues contre les menaces terroristes qui viennent de l'Est. Donc ça va nous mettre dans une position davantage très faible dans les enjeux internationaux. Merci. Alors voilà, on n'a pas encore résolu l'affaire FDLR, on n'a pas résolu les M23 et les autres mouvements Maï-Maï qui s'est créé le jour disparaissent la nuit. Voilà qu'on signale, si ça s'avère exact, la présence de forces comme les Chebab, par exemple, à l'est du pays. Ça veut dire que l'équation se complique aussi même pour la brigade d'intervention. Oui, mais je commencerai par dire que je n'ai pas dit que le chef de l'État n'a pas donné l'objet et n'a pas dit qu'il n'y a pas problème. Il a parlé de la cohésion nationale. Oui. La cohésion nationale ne concerne pas les politiciens. Il y a la société civile. C'est une affaire de tous les Congolais. Oui. Les partis politiques sont des associations, même l'ordre des médecins, de ceci, de cela, les associations des journalistes et tout ça. Donc, ils ne doivent pas estimer parce qu'ils ont créé des associations politiques, ils ont plus le droit que tous les autres Congolais. Oui. C'est ce que je voulais dire. Oui. Et je n'ai pas dit une chose sans contraire en disant que un parti politique ne parle au nom du peuple que si il a reçu mandat du peuple. Oui. Et j'ai dit que c'est sur base de ce mandat-là qu'on constate qui peut parler au nom du peuple. Et sur base de ça, j'ai dit, voyez au Parlement, en regardant la représentation au Parlement, l'UDPS et le MLC viennent en première position du côté de l'opposition.
Donc, je n'ai pas dit une chose. Il n'y a pas de contradiction. Allez-y, bon, la sécurité. En ce qui concerne les Chebabs, d'abord, vous savez que les Chebabs vont partout. Nous avons connu comment ils s'appellent encore les autres là qui sont venus du Cameroun, d'ailleurs là, les Mbororo, on a connu tout ça. Et vous savez que nous avons la LRA, nous avons tout ce qu'il y a comme rébellion des voisins qui viennent s'installer sur notre pays, qui ont profité d'une certaine... Vous savez que le CONI est entré au moment où la partie de l'Est échappait totalement au pouvoir actuel. Ouais. Et l'Ouganda, qui occupait cette partie, en a profité pour se débarrasser de sa rébellion jusqu'à pendant ce... Bon, les Chebabs, je suis en train de me poser la question, ils sont venus par où? Je me souviens qu'il n'y a pas longtemps qu'ils avaient frappé, pendant la Coupe du Monde en Afrique du Sud, ils avaient frappé, où c'est en Ouganda. Oui, oui. Ils avaient frappé en Ouganda. C'est que l'Ouganda a même des troupes. Au Kenya, hein, oui. L'Ouganda a même des troupes en Somalie pour combattre les Chebabs. Que les Chebabs passent par l'Ouganda et entrent au Congo. Les enquêteurs devront trouver. Sont-ils passés par le Rwanda pour entrer au Congo? C'est un problème. Ça ne sera pas une bonne... Parce que les deux pays-là sont là-bas. Très bien, bienvenue. On finit cette question d'abord en 1 minute, si c'est possible. Est-ce qu'aujourd'hui, l'arrivée, si jamais ça se confirme, les Chebabs, ne risque pas de compliquer l'équation sur le terrain? Parce que déjà, nous avons beaucoup de problèmes à résoudre. Comme disait Mike, on risque encore de nous accuser d'héberger chez nous les terroristes confirmés comme les Chebabs, par exemple. Absolument, Charlie. Si il s'avère que les Chebabs sont effectivement à l'intérieur de nos frontières nationales, je sais qu'ils ont des acquaintances avec les ADF Nalou, oui. Mais s'il s'avérait qu'ils sont effectivement à l'intérieur de notre territoire national, je pense que là, la démission du gouvernement en ce qui concerne l'armée risque de devenir une question de sécurité internationale et la communauté internationale. Mais la communauté internationale qui met des moyens ailleurs au Kenya pour combattre ces gens-là, pourquoi on ne pouvait pas faire en sorte que cette question soit résolue le plus vite possible? On ne met pas de moyens là où il y a les néants, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Quand il y a les néants... Il y avait les néants au Mali, ils ont mis les moyens. Ce n'est pas le fait qu'il y a eu des élections, qu'il y a des institutions qui fonctionnent, qu'il y a quelque chose. Non, ouais. Quand il y a les néants, on ne met pas de moyens. Et sur le plan de la sécurité... Il y a quelque chose. Mali. Y avait-il les néants au Mali ou pas? Attendez, s'il vous plaît, qu'il finisse rapidement, oui. Vous avez la parole. Quand il y a des questions de sécurité comme celle-là, oui. Et qu'on n'a pas une armée sur laquelle on peut venir se greffer, je pense que ça, c'était un vrai problème. C'est très congolais, parce que quand on est congolais, on ne doit pas accepter qu'on puisse être sous terre comme on l'est. Merci, bienvenue. Voilà, on va changer de chapitre. Maintenant, on parle du volet social qui bouge depuis un moment avec le corps scientifique des universités ou établissements d'enseignement supérieur public. En tout cas, les chefs de travaux, les assistants, mais aussi les administratifs ont décidé d'observer un mouvement de grève parce qu'ils dénoncent les écarts constatés dans le salaire qu'ils perçoivent avec les professeurs qui sont leurs collaborateurs de tous les jours. Et on a vu, les images sont passées à travers des médias, comment des chefs de travaux ont été brutalisés par les forces de sécurité alors qu'ils tentaient d'aller à la primature déposer leur mémorandum. Qu'est-ce qui explique alors que le baromètre économique qu'on a présenté un jour avant démontre que les finances publiques, l'économie, les indicateurs sont quand même au vert? Écoutez, le Congo ressemble à un enfant qui est malade et dont le père oppose un refus catégorique pour le soigner. C'est ça le Congo. Mais nous avons tous les instruments. Écoutez, nous avons quand même un budget. Et non seulement le budget, nous avons l'aide internationale, que nous avons refusée par des contrats léonins. L'histoire de la rupture avec le Fonds monétaire à cause des soins de oui. La Gécamine. Oui. Donc nous sommes imparables. Le fils à moi, oui. Tu peux, attendant, moi je fais une magouille à gauche. Sachant, mais je te laisse ça malade. C'est ça le Congo. Les solutions existent. Mais le gouvernement ici, je parle du régime, refuse de les appliquer. Vous voyez le boulevard ici. Dimanche, j'allais à Bujumbura, je suis arrivé à l'aéroport à moto.
à cause d'un embouteillage. Je dis, est-ce qu'il y a un gouverneur de la ville? Est-ce qu'il y a un commandant de Mais il y la a des police? travaux sur le boulevard. Même s'il y a des travaux partout au monde, il y a des travaux, on passe. J'étais au mois d'avril en Afrique du Sud. On travaille sur la route Pretoria de Johannesburg. Maintenant, la police, là, pour canaliser, dit, vous passez ici, vous arrêtez, les autres passent. C'est pour réguler la circulation. La police n'était pas là. Je suis sûr qu'il y a, si j'avais, excuse-moi, j'avais que mon sac, sur une moto, et je t'assure, je me suis dit, je vais perdre mon genou. Quand je suis arrivé, j'ai salué mon Dieu. Voilà. Et ça se passe en pleine capitale. J'aurais bien voulu que ce soit la maman du président, avec une voiture pleine de manger, qu'elle soit bloquée là-bas. On aurait quand même dit, enfin, Dieu nous a entendus. Sa propre maman est bloquée dans le village, elle a raté son avion pour aller à Bruxelles. Mais c'est nous les pauvres paysans. Ça veut dire que le régime ici refuse de soigner le fils appelé le Congo. C'est ainsi que maintenant vous avez des chefs, vous avez des Bakatakatanga. Chez lui maintenant. Vous avez déjà dit ça. Non, je reviens. Le social, Dieu le punit. Dieu le punit. Ça arrive. Sur le volet social. Oui, le social. Donc Dieu le punit. L'aveugle qui l'oublie de payer les salaires. Merci. Malgré la bancarisation, maintenant c'est la fonction publique. Les professeurs, j'ai vu la grève hier, la révolte des étudiants de l'ISP Gombe là-bas. Ils ont cassé l'histoire sur la ligne 30 de Lumumba, l'avenue Pierre Moulélé. Pourquoi? Les chefs de travaux, les assistants techniques, tout ça ont refusé. Il n'y a pas de session. Ça veut dire quoi? Dieu les aveugles, qu'il les fait oublier de payer les salaires. On n'a plus assez de temps. Mike, vous avez une minute. Pour vous, comment on peut expliquer cette... en fait, est-ce qu'il faut parler des contradictions, en tout cas les cadres macroéconomiques présentent une certaine embellie depuis un certain moment. Et on espérait que ça allait continuer jusqu'à la fin de l'année, mais ce mois de grève viennent. Bon, il faut dire, quand on a maté là-bas, ça et là, c'est peut-être pour éviter que ce qu'on est en train de voir au Brésil se passe ou en Égypte, mais au moins il y a quand même un malaise quelque part. On ne peut pas lier la stabilité du cadre macroéconomique au salaire, au niveau de vie de Congolais à ces stades ici, parce qu'en fait, nous venons d'un gouffre, les niveaux étaient très bas, il faut le reconnaître. Ce n'est pas demain que nous atteindrons les niveaux d'un revenu moyen par habitant de 3 ou 4 000 $. Ce n'est pas très évident, donc nous continuerons à vivre encore ce genre de problème. Encore qu'en démocratie, c'est normal qu'on connaisse une grève d'un corps, d'une corporation. Ça devient problème quand le gouvernement n'y trouve pas de réponse, quand la situation devient chronique, qu'elle s'installe dans la durée. Mais je crois que le problème qui est posé ici, tu l'as bien dit toi-même, Charlie, ce n'est pas d'abord une revendication en termes d'augmentation, mais c'est en termes de tension des salaires entre les chefs de travaux et les assistants. Donc il faut bien identifier le problème. Il ne faut pas le prendre pour une grève où des grévistes exigent des augmentations, particulièrement pour eux. Ils veulent plutôt réduire l'écart, que le gouvernement réduise l'écart des salaires. Mais c'est un problème un peu global que le gouvernement devra revoir dans l'ensemble. Il y a des catégories de professionnels qui ont été privilégiés. J'ai remarqué que ces dernières années, depuis Zito, les médecins ont été privilégiés. On a plus été attentifs à leur doléance. Ils ont été les plus augmentés, les magistrats, mais les autres catégories professionnelles n'ont pas connu autant d'augmentation. Je crois que c'est un problème global que le gouvernement, auquel le gouvernement doit apporter une réponse. Et il faut intégrer là-dedans aussi ces salaires, si je peux dire, exceptionnels, ces émoluments des députés nationaux, qui des fois aussi indignes de gagne-petit. Vous avez un député qui gagne en moyenne 8 000 $, là où les directeurs à la fonction publique est peut-être à 100 $ ou à 200 $. C'est quand même assez écœurant. Et pire, les députés, vous le voyez, se plaindre et même demander des augmentations pour dire qu'ils ne sont pas assez payés. Or, si tu compares avec les pays les plus avancés, ce sont les salaires moyens un peu partout, c'est 9 000, 10 000 $, 9 000 €. Je crois que c'est un problème global, qui touche plusieurs catégories, et que le gouvernement devra tenir compte d'autres catégories professionnelles et faire en sorte que s'il faut augmenter, qu'on augmente proportionnellement pour toutes les catégories. Merci. Alors, comment vous interprétez ce qui se passe en province aussi? Il faut signaler que il y a des enseignants, l'Église catholique a dénoncé, qui n'arrivent pas à avoir leur salaire à cause d'absence de banque. Le gouvernement a promis d'apporter des solutions, mais c'est quand même des problèmes. 2 mois, 3 mois, les parents, les responsables de famille n'ont pas leur salaire. C'est peut-être ce qui crée aussi toute cette tension.
Oui, c'est tout à fait, pour une fois, je reconnaîtrais que les gens comprennent qu'on doit vouloir une chose au son. Si on veut la démocratie, c'est celle-là la démocratie. Et ce n'est pas parce que les gens sont dans la rue que c'est le problème, le gouvernement doit disparaître, ou bien il doit se remettre en question, ou ceci, cela. Non. On a vu en France les mouvements sociaux, des milliers, pas avec la cinquantaine de chefs de travaux sur le marché. Je ne minimise pas, Mike, laissez-moi réfléchir. On a vu en Turquie, on a vu un peu partout là. C'est normal qu'il y ait des mouvements de grève. Mais il y a un problème. Le problème, c'est que le gouvernement, je parle précisément du gouvernement Matata actuel, doit pouvoir avoir la capacité de communication. Doit pouvoir communiquer. Parce qu'en fait, ces gens-là vont dans la rue parce qu'ils posent un problème. Il faut les écouter. Parce que lorsqu'il s'agit des chefs de travaux, des gens qui peuvent bien comprendre, lorsqu'on leur donne l'explication ou on leur fait une promesse avec promesse de la tenir, moi je pense qu'on n'a pas besoin d'utiliser la force telle qu'on l'a vu. Ce n'est pas normal. J'apprends, je viens de recevoir, à ma rédaction, on a reçu une dépêche de Gungu où, dans le Bandundu, avant-hier, les enseignants ont marché. Et ils avaient comme objectif d'aller casser les installations de Vodacom. Parce qu'ils pensent que leur argent est déjà Vodacom et qu'il faut casser. Dernière, à côté ici de la Poste, ici, il y a une banque là-bas, Ecobank là-bas aussi. Mais j'ai vu les gens aller casser là-bas. Ils vont là-bas pour prendre l'argent. On appelle le terme contentieux. Quand vous arrivez, on dit non, votre argent n'est pas là, c'est devenu un contentieux. Et les gens ne comprennent pas c'est quoi ça le contentieux. Il y a même un qui disait, le problème de contentieux, laissez-là aux magistrats et aux avocats. Nous, ici, nous voulons notre argent. Alors, c'est ça que je dis. Il faut pouvoir communiquer. Qu'est-ce qui se passe? Le gouvernement a-t-il déjà versé leur argent dans cette banque? Et la banque a-t-elle déjà envoyé l'argent chez Vodacom? Ça, il faut, sinon, les partenaires comme Vodacom, comme les compagnies de télécommunications, vont payer les prix. Heureusement, la police a bien travaillé, sinon ils auraient payé peut-être pour rien. Donc c'est là où je demande, il faut communiquer, il faut nous donner l'information. Qu'est-ce qui se passe? Ça fait 2-3 mois, les enseignants ne sont pas payés. Alors que leur argent... Et sur la tension salariale? Sur la tension salariale, moi je pense, c'est ce que j'ai dit, il faudra que l'on sait, parce qu'on ne peut pas résoudre ce problème en plein exercice budgétaire. Voilà. C'est quand même difficile. Très bien. C'est quand même difficile. Merci. Alors, bienvenue. Il faut poser les problèmes et attendre le budget prochain. Donnez une minute à Bienvenue va finir par là. Bienvenue, vous. Et on a vu les chefs de travaux. En tout cas, quand quelqu'un dit à chef de travaux, c'est qu'il a un pas de devenir professeur, s'il a le moyen de finir sa thèse. Mais quand ils descendent quand même dans la rue, c'est-à-dire qu'ils en ont ras-le-bol, peut-être qu'ils ont réclamé depuis longtemps et qu'ils n'ont pas obtenu gain de cause. Voilà, ils ont décidé de prendre la rue. Oui, justement, moi je ne comprends pas que l'on puisse réprimer de manière barbare une démarche aussi conciliante des chefs de travaux qui vont voir l'autorité pour lui poser leurs problèmes. Et je me pose même la question, les filles de l'ISP Gombe que j'ai vues sur des images allongées par terre, téléphone arraché, bijoux arrachés, sacs arrachés, qu'est-ce qu'elles ont fait si ce n'est que demander, exiger à ceux qui puissent passer des examens? Je pense que la formation de la jeunesse, on voudrait devenir pays émergent à l'échéance 2030. Et si l'on n'accorde pas suffisamment d'attention à la formation de la jeunesse, ces discours de l'émergence, c'est serait du pipeau baratin. Et on n'en a pas besoin par ces temps qui courent. Pour moi, cette répression, telle que je l'ai vue, c'est un message. C'est un message qui est lancé à tout le monde, que, quelles que soient les circonstances, continue à serrer la ceinture, même s'il y a des bonus, continue à serrer la ceinture, le social s'est renvoyé à un prochain moment. Merci, bienvenue, merci à vous tous pour ces analyses, mesdames et messieurs. C'est la fin de cette émission, le journal de la rédaction. Nous espérons que le gouvernement va trouver des solutions rapidement. Pourquoi pas négocier directement avec les grévistes pour essayer de les calmer, pour qu'ils attendent le mois de septembre qui va bientôt arriver dans quelques jours, dans quelques semaines peut-être. Et incorporer, si c'est possible, les augmentations qu'ils recherchent, parce que l'année budgétaire touche presque déjà à la fin, et comme la session d'octobre sera la session budgétaire, peut-être qu'on peut prendre en compte toutes ces revendications. Encore une fois de plus, merci et à la prochaine.